Il y a un an, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan. Ce lundi a d'ailleurs été décrété jour férié. L'occasion pour nous d'accueillir David Martinon. Bonjour, monsieur Martinon. Bonjour. Ambassadeur de France à Kaboul. Lorsque la prise des talibans a été effective il y a un an, Thierry Arnaud est également avec nous, éditorialiste politique international de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Première question, vous avez toujours le titre d'ambassadeur, même si vous n'êtes plus physiquement présent sur place. Oui, je suis ambassadeur de France en Afghanistan, mais j'exerce depuis le ministère des Affaires étrangères à Paris. Ça fait un an que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Beaucoup de questions à ce sujet à vous poser, évidemment. Comment la situation a-t-elle évolué de votre point de vue dans cette année ? Sans surprise, mal. Sans surprise, les talibans n'ont pas changé. Sans surprise, le concept de taliban modéré n'a aucun sens. Sans surprise, la situation des droits de l'homme et en particulier des droits des femmes est catastrophique. Leurs droits les plus fondamentaux sont niés, elles n'ont plus accès à l'éducation, elles ne peuvent globalement plus sortir de chez elles sans un mahram, c'est-à-dire un chaperon. Et sans surprise, la situation économique est catastrophique, à la fois parce qu'il n'y a plus de cash, tout le cash que la communauté internationale apportait en termes d'aide au développement, et aussi parce que, bien sûr, il y a des phénomènes cycliques, la sécheresse, etc., mais aussi parce que les talibans ne sont pas les meilleurs gouvernants qui soient en cette matière. David Martinon, si les femmes ont été extrêmement lésées, l'éducation des enfants également, alors que l'année dernière, à cette même époque, les talibans disaient non, les femmes vont garder leurs droits, continuer à aller à l'école, continuer à travailler. Les femmes sont tout de même sorties dans la rue pour manifester. C'était hier. Elles se sont fait chasser, mais quel courage de ces femmes. Vous vous attendiez à cela ? Alors, qu'elles le fassent jusqu'à aujourd'hui, objectivement, j'étais surpris et évidemment favorablement surpris, même si elles prennent tous les risques. Pourquoi vous l'étiez ? Parce que elles ont fait des manifestations tout de suite, dès les premiers jours du contrôle du pays par les talibans. Elles ont été réprimées, ces manifestations ont été réprimées assez durement, et je pensais que le courage ne serait pas forcément là, et le fait est qu'elles sont incroyablement courageuses. Alors il faut remettre les choses en perspective. La manifestation d'il y a 2 jours, c'est 40 personnes, et il y a été mis un terme assez rapidement. Mais néanmoins, elles ont une foi et elles ont une combativité qui fait honneur au peuple afghan. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une économie qui va très mal. On considère que le PIB s'est effondré de 20 à 30% en l'espace d'un an. Le bilan des droits humains est évidemment catastrophique lui aussi. Malgré tout, on a l'impression d'un pouvoir politique qui s'installe et qui est plutôt solide, ou pas ? Vous avez tout à fait raison. En effet, la situation est catastrophique. L'ONU et la communauté internationale ont pris en charge 23 millions d'Afghans en termes de subsistance. C'est au cours des 12 derniers mois. Oui, il y a une stabilité. Les talibans ont incontestablement une capacité à se faire obéir à peu près partout dans le pays. Mais c'est une stabilité qui, à mon avis, n'est pas forcément durable dans la mesure où l'opposition existe déjà. Il y a une opposition qui est détestable, c'est celle de Daesh, l'État islamique au Khorasan, la branche afghane de Daesh, qui s'en prend aux talibans, mais aussi aux chiites, Hazara, etc. Il y a des foyers de rébellion, déjà, mais au-delà de cela, je constate que les talibans reproduisent les erreurs du passé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de partager le pouvoir, ou même pas de le partager, mais d'y inclure d'autres groupes ethniques que les Pashtuns, qui le représentent très largement, et puis surtout cette moitié de la population afghane que sont les femmes, et qui ont pris toute leur place pendant les 20 ans de la République islamique d'Afghanistan. Donc vous considérez que le temps ne joue pas pour eux ? Je pense que s'ils ne comprennent pas qu'il faut évoluer dans leur gouvernance, cette stabilité ne sera en effet pas durable. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes dans cette situation très inhabituelle d'être un ambassadeur pour l'Afghanistan, mais pas en Afghanistan. En quoi ça consiste, en fait, le fait d'être ambassadeur comme ça à distance ? Et concrètement, quelle action diplomatique peut-on mener aujourd'hui vis-à-vis de ce pouvoir en tant que représentant de la France, de l'Union européenne, des pays occidentaux ? Est-ce qu'on a encore un dialogue ? Est-ce qu'on cherche à faire passer des messages ? Et comment et lesquels ? Alors sur votre première question, mon travail, c'est un travail classique d'ambassadeur au sens où il y a toute la mission d'analyse, d'évaluation de la situation politique, de suivi. Et donc, pour cela, je suis en contact avec les élites afghanes, en tout cas notamment celles qui ont fait le choix difficile et courageux de rester à Kaboul.
Pour être qui en clair, il payent n'y a le prix. plus personne à l'ambassade de France aujourd'hui. Il y a l'ambassade de France. Comme a été- d'ailleurs dans les autres ambassades occidentales. Absolument, l'ambassade de France a été mise en sommeil. Donc moi, je continue ce travail d'évaluation. On travaille avec l'ONU, on travaille avec l'Union européenne pour essayer de comprendre comment les choses évoluent. Il y a tout le travail sur l'aide humanitaire aussi, puisque la France a quand même donné plus de 100 millions d'euros, 120 millions d'euros depuis un an exactement en termes d'aide humanitaire, c'est-à-dire d'aide non conditionnée. Et pour ce qui est de votre deuxième question, ce que l'on peut faire, d'abord, nous avons toujours un canal de discussion ouvert avec les autorités de fait, les autorités des talibans, ne serait-ce que pour leur dire ce que nous attendons d'elles, ce que la communauté internationale attend des autorités de fait. Ce que nous attendons d'elles, c'est très simple, c'est ce que le Conseil de sécurité a précisé dans une résolution de la fin août d'il y a un an. Et ça veut dire notamment le respect des droits humains, ça veut dire notamment une vraie rupture avec le terrorisme. Et donc, on a bien vu il y a exactement 16 jours avec le moment où les Américains ont droné Ayman al-Zawahiri. Et vous vous sentez entendu quand vous échangez avec le Pour le moment, taliban? à l'évidence, ces conditions ne sont pas remplies. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici et pas à Kaboul. Mais David Martinon, vous parliez à l'instant du respect des droits humains, du respect des droits de la femme notamment et des enfants. Aujourd'hui, les talibans vivent aussi grâce au charbon dans les mines, où il y a des adultes, des enfants, ça a été multiplié par 10. 10, c'est énorme. Ils doivent produire et c'est grâce à cela qu'ils arrivent à manger, et cela est très relatif. Quand on parle du droit humain et des droits internationaux, comment est-ce qu'on protège aujourd'hui ces enfants, notamment qui sont dans les mines ? De la part des autorités de fait, oui, j'ai eu ces informations-là également. C'est vrai que l'exploitation illégale des mines en Afghanistan... Ou légale, par ailleurs. Hein. Certains ont aussi le droit d'exploiter de façon disproportionnée. Je raisonnais du temps de l'insurrection Taleb, où effectivement, peut-être un quart de leurs ressources venaient de l'exploitation illégale des mines. Maintenant, c'est légal au sens où ils sont, les autorités de fait à Kaboul. Et effectivement, les informations qui nous reviennent, c'est que les choses ne sont pas faites comme elles devraient. Notre influence là-dessus, elle est évidemment limitée. Nous, encore une fois, nous continuons à appeler au respect des droits humains, mais le fait est que nous ne sommes pas entendus. Oui, effectivement. Thierry Arnaud, quel regard est-ce que vous portez un an après sur la vie que mène aujourd'hui ce peuple à Kaboul ? C'est évidemment une vie très difficile qui s'est dégradée de manière à la fois profonde et prévisible, comme le disait l'ambassadeur. C'est une évolution qui n'est pas inattendue, mais qui est relativement paradoxale, parce que, comme on le disait, c'est à la fois un pouvoir politique qui s'installe, qui étend sa toile, qui tisse sa toile, qui la renforce, qui petit à petit s'accapare les leviers du pouvoir, et parfois... remet de l'ordre dans certaines pratiques. On dit, et d'ailleurs c'est une question que je voulais vous poser aussi, que sous le régime taliban, le pays est moins corrompu aujourd'hui qu'il ne l'était hier, parce qu'ils ont mis fin à un certain nombre de pratiques. Donc il y a en quelque sorte une conquête du pouvoir politique et une remise en l'ordre, mais évidemment le poids des sanctions internationales et une dégradation de la situation économique qui est assez spectaculaire et évidemment épouvantable. Et dramatique, oui, effectivement. Je me demande, en pensant à votre livre qui raconte les 15 jours qui ont fait basculer le pays aux mains des talibans, l'image que vous retenez de ces 15 jours-là? De ces 15 jours, il y en a beaucoup. D'abord, le son. Il y avait ça tirait tout le temps. Il y avait des détonations à peu près tout le temps. Le son, c'est aussi le son de la déflagration lorsque le kamikaze s'est fait détonner à Baygate le 26 août. Tuant 196 personnes. L'image, c'est évidemment à la fois des images très tristes de cette foule qui hurlait son désespoir de ne pas pouvoir sortir, pas pouvoir accéder à l'aéroport, et des images extrêmement positives de gens qu'on a pu exfiltrer, parfois à la force des bras. Et notamment, je pense à cette jeune karatéka handicapée qu'on a réussi à faire entrer à l'aéroport dans des circonstances absolument rocambolesques, et au bout de la nuit, et on l'a fait sortir à 2h du matin, et à 5h du matin, elle prenait l'avion, et 3 jours après, elle était aux Jeux paralympiques de Tokyo, par exemple. Vous seriez prêt à y retourner si les conditions de sécurité étaient Moi, je suis prêt. Moi, je suis un fonctionnaire, donc j'obéis, je prends les missions.
Mais dans votre ma cœur, femme, vous je suis êtes pas prêt? sûr qu'elle soit tout à fait d'accord. C'est vrai. Ouais, c'est ça la question. Est-ce que Les psychologiquement, enfants émotionnellement, votre famille, votre épouse, revivre de cette façon, ça n'est plus ce que vous avez connu? Ça n'est pas le même pays. C'est le même pays, les circonstances, le contexte était déjà très difficile puisque la menace terroriste était permanente et extrêmement diverse. Aujourd'hui, vous voyez, même avec ce régime Taleb, la sécurité n'est pas assurée. Même pour nous, nous savons que nous, on peut nous repérer très facilement et nous savons que nous pourrions être des cibles. Même en France? C'est ce que vous voulez dire? Non, à Kaboul. Ah, à Kaboul, d'accord, entendons-nous bien. Cette question également, vous parliez des évacuations l'année dernière avec ces images très fortes, ces gens qui s'accrochaient, vous vous souvenez, on ne peut pas oublier aux avions pour pouvoir partir. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'ils seraient prêts à tout encore pour pouvoir quitter le pays et arrêter de vivre sous la menace des talibans? Ah oui, je pense que le peuple afghan veut échapper à ce régime. Et pour ma part, ça fait exactement 365 jours que je reçois tous les jours une dizaine de demandes d'évacuation. Vous pouvez y répondre? Calcul. Alors, on peut y répondre. On a pu le faire pendant les 15 jours. On a pu le faire pendant de tout l'automne jusqu'à l'hiver, enfin en septembre jusqu'en décembre. On a fait des vols spéciaux avec le concours des autorités qatariennes. Les talibans ont interrompu ces opérations et donc maintenant nous continuons. Il y a toujours une équipe qui travaille au Quai d'Orsay sur ces évacuations, mais les conditions sont de plus en plus difficiles et on doit faire autrement. Donc les consulats de France dans les pays voisins continuent à traiter les demandes de tous ceux qui ont pu quitter par la voie terrestre l'Afghanistan. Mais évidemment, ça prend beaucoup de temps parce que les demandes sont très nombreuses. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance à exercer son métier loin de là où ça se passe à Kaboul? Comment est-ce que, à titre personnel, vous le vivez, vous? À titre personnel, d'être avec ma femme et mes enfants, objectivement, par rapport à la vie que j'avais à Kaboul, je ne peux pas me plaindre. Par ailleurs, de toute façon, je pense que ça n'ajouterait rien que je sois à Kaboul en ce moment. Ça enverrait un message totalement contradictoire avec ce que nous leur disons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous leur disons, nous ne vous reconnaîtrons, nous nous réengagerons en Afghanistan que lorsque vous répondrez aux demandes de la communauté internationale et que vous remplirez les conditions fixées par le Conseil de sécurité. Thierry Arnaud, est-ce que la communauté internationale ici a tout de même, quelque part, abandonné l'Afghanistan? Elle a d'une certaine façon échoué. Elle a consacré des efforts considérables à partir de 2001 au renversement de ce régime. Le coût est absolument extraordinaire au sens premier du terme, en termes de vie humaine. Le coût financier a été énorme et d'une certaine manière, ce à quoi on assiste 20 ans plus tard, c'est le retour à la case départ après des sacrifices, y compris évidemment du peuple afghan, bien entendu, qui ont été énormes. De ce point de vue, ce retour est un échec. Mais ce retour, il signifie aussi le fait que lorsque les talibans sont partis, l'Afghanistan et ses soutiens internationaux n'ont pas pu faire émerger un pouvoir solide, durable, crédible. C'est un pays très complexe, l'Afghanistan, vous connaissez 1000 fois mieux que moi, mais dont l'histoire explique aussi le fait que le fait de disposer d'un pouvoir central à Kaboul et espérer qu'il puisse diriger le pays dans son ensemble et asseoir son autorité politique sur l'ensemble du pays, s'est avéré une nouvelle fois illusoire. Et moi, la question que j'avais envie de vous poser à ce sujet, c'est est-ce que vous voyez dans ce qui émerge comme les bribes d'une opposition qui émerge, des raisons d'espérer qu'une alternative crédible au pouvoir taliban puisse émerger? Permettez-moi de répondre un peu différemment en vous disant que pour qu'une alternative soit crédible, s'il doit y avoir un changement de régime à jour à nouveau en Afghanistan, alors il sera absolument fondamental que cette alternance prenne en compte ce que veut le peuple afghan. Le peuple afghan a montré son attachement aux droits humains, les femmes ont montré leur attachement à cette vie émancipée qu'elles ont bâtie pendant 20 ans, et surtout, une inclusion de tous les groupes ethniques est absolument indispensable. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a vraiment un peuple afghan au sens global du terme? Ou est-ce que ce n'est pas une multitude de peuples qui constituent l'Afghanistan? C'est une multitude de groupes ethniques, enfin une multitude, il y en a quelques-uns, et paradoxalement oui, il y a vraiment un peuple afghan. C'est-à-dire que
les Tadjiks, la minorité tadjike d'Afghanistan, n'a jamais eu en tête le rattachement au Tadjikistan, non plus que les Ouzbeks afghans n'ont voulu être attachés à aucun moment à l'Ouzbékistan. Il vous semble divisé, mais ils seront capables de s'unir face à un ennemi extérieur, toujours. Ça a été le cas avec les Anglais, ça a été le cas avec les Soviétiques, et ça n'a pas vraiment été le cas avec l'OTAN. Merci David Martinon d'être venu jusqu'à nous sur BFM TV, vous qui étiez l'ambassadeur et qui l'êtes toujours, mais qui était en poste il y a un an lorsque les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan.